Maintenant, j'attire votre attention à une vidéo sur le thème du panel de cet après-midi, le leadership en action. Je pense que je dirige le changement pédagogique dans la communauté et le secteur par mes interactions quotidiennes dans la classe. Ce sont ces relations bienveillantes et harmonieuses que vous bâtissez avec les enfants et leurs familles, ainsi qu'avec vos collègues. Et lorsque vous voyez l'enthousiasme des enfants, lorsque vous partagez leur enthousiasme, tandis que vous continuez à les appuyer dans leur apprentissage, cet enthousiasme que vous montrez, vos collègues s'en nourrissent et ils veulent en savoir plus sur ce que vous faites. L'apprentissage professionnel continu auquel j'ai participé au cours des dernières années m'a vraiment aidé à comprendre le leadership pédagogique et à quel point il est important de l'encourager chez nos leaders et nos éducateurs et éducatrices. C'est si important de collaborer et de grandir ensemble. Ce n'est pas seulement une personne qui détient les connaissances et qui doit les transmettre aux autres. C'est tout le monde. Tout le monde a des ensembles de compétences différents. Nous avons commencé un portail en ligne qui permet aux éducateurs de rester en contact, de travailler ensemble, d'apprendre les uns des autres, de poser des questions et de voir comment d'autres programmes fonctionnent, de les observer en action, car chaque personne est différente. Il n'existe pas deux centres identiques. Mon cheminement a commencé il y a environ 4 ou 5 ans. J'ai participé à une expérience enrichissante de perfectionnement professionnel à London Bridge, appelée le Master Educator Program. J'ai été mise en contact avec un mentor qui était fantastique et elle m'a aidé dans mon cheminement en m'aidant simplement à établir des liens avec les gens. Un exemple, je parlais un jour des enfants dans la cour de récréation et j'ai dit « Il y a ce tronc d'arbre, nous ne les laissons jamais se mettre dessus. » Et j'ai ajouté « Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire ?» Alors le mentor a déclaré « Au lieu d'aborder la question de cette façon, demande-toi plutôt pourquoi devraient-ils aller dessus? Qu'est-ce que ça leur apporterait? Et pose-toi des questions sur les pratiques. » Et cela m'a fait voir les choses tout à fait autrement. Je crois que nous oublions parfois qu'il s'agit d'une carrière et qu'il faut vraiment garder à l'esprit que nous ne sommes pas simplement là avec les enfants. Nous changeons les choses dans leur vie et j'en suis vraiment très fier. Je pense que beaucoup d'entre nous ont du mal à considérer leur travail comme une carrière, mais les choses bougent. L'ordre a vu le jour et cela a aidé la communauté à prendre conscience du fait que nous sommes des professionnels. Donc peut-être que ça a démarré lentement, mais cela a pris du temps pour se sentir assez à l'aise pour défendre la profession. Mais je crois que grâce à tout ce qui s'est produit au cours des dernières années, les gens commencent à se sentir un peu plus à l'aise pour défendre la profession. Bonjour, je m'appelle Valérie David Landry. Je suis éducatrice titulaire au Centre éducatif spécialisé L'Image pour le Centre psychosocial. Je suis EPEI depuis 2010. Plusieurs façons. Avec mon implication au sein de l'Ordre, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de pouvoir. Quand on veut faire quelque chose, on peut faire n'importe quoi. Que les barrières, c'est moi qui les imposais. J'ai découvert que quand on veut quelque chose, on a juste à aller le chercher. Alors, je suis allée voir les journaux francophones d'Ottawa, puis j'ai écrit une lettre ouverte sur l'importance de ma profession, puis sur le pouvoir de ma profession d'éducatrice. Je l'ai présenté aux journaux, puis ils ont décidé de me publier. Fait que j'ai été publiée dans les 2 journaux francophones d'Ottawa, soit Le Droit et un journal à Vanier, un journal de quartier. Je pense que les gens sont parfois dépassés par l'idée d'une communauté de pratique. Ils se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, quelle taille est-ce que ça doit avoir. Ils imaginent que c'est un engagement important, que c'est quelque chose de très élaboré. Ce dont j'ai pris conscience, c'est que la communauté de pratique intervient à différents niveaux. Nous avons eu, je crois, 4 communautés de pratique pour le collectif Nature que nous avons commencé. Et il y a une présence en ligne avec un groupe Facebook et des blogs et les gens entrent en contact de cette manière. Et récemment, la semaine passée, il y avait une communauté de pratique qui portait sur le sens de comment apprend-on. Et nous avons tout de suite eu des commentaires du genre « c'est vraiment épatant ». Nous étions simplement ensemble en train de parler, mais les idées émises étaient très, très intéressantes. C'est le fait d'avoir ces petits groupes dans lesquels
des gens qui ne s'exprimeraient peut-être pas dans un groupe plus important se sentent plus à l'aise pour parler à une table de 5 ou 6. J'ai eu un exemple dans une série de séances sur les communautés de pratique que nous avons organisées il y a quelque temps, lorsqu'une personne du groupe a commencé à établir des liens. Elle travaillait dans une garderie autochtone et s'est mise à relier comment apprend-on aux enseignements qui l'ont accompagnée en grandissant. Et ce moment a été très fort, car c'est la conversation en petits groupes qui l'a permis. Maintenant, nous allons avoir 4 orateurs sur ce sujet. Nous avons Shelley Brandon, EPEI, éducateur préscolaire avec London Bridge Child Care Services. Elle travaille dans le secteur de la petite enfance depuis 20 ans et elle travaille dans des initiatives de développement professionnel à London Bridge. Elle est animatrice d'ateliers et de séances de formation. Nous avons Laura Osso-Wellen, EPEI, elle aussi, qui travaille comme coordinatrice de programme avec les services pour l'enfance de la ville du Grand Sudbury. Elle a un baccalauréat en psychologie et sociologie de l'Université Laurentienne et un diplôme sur l'éducation de la petite enfance de Conestoga College. Et elle a 28 ans d'expérience sur le terrain et elle a travaillé avec une municipalité du Nord pour la transformation locale sur l'apprentissage de la petite enfance et l'amélioration de la qualité et de la gestion du système. Elle a créé des communautés de pratique pour transférer les pratiques. Nous avons Faith Hale, qui a 20 ans d'expérience dans le développement de la communauté et dans l'éducation pour les adultes des Autochtones. Elle apporte son leadership autochtone et veut faire progresser les Autochtones à tous les niveaux du gouvernement. Certains de ses accomplissements incluent le Centre d'amitié local et le conseil aux municipalités et le développement de PEACE, Progressive Early Childhood Aboriginal Centers of Excellence, qui sont des centres d'excellence qui conseillent le ministère sur les pratiques autochtones. Elle a une maîtrise d'éducation. Et nous avons José Latulippe, qui a plusieurs années d'expérience dans le système d'éducation sur plusieurs projets et elle est directrice de centre de ressources familiales et elle travaille au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. José a travaillé dans différents comités ministériels, y compris le comité transitoire pour l'ordre des EPEI, et elle a travaillé sur l'élaboration du cadre ELECT. Elle travaille au réseau régional de langue française de l'Est. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience pour l'élaboration d'un programme d'enseignement dans la nature. J'ai eu la possibilité d'élaborer ce programme et je voudrais explorer l'idée de l'élaboration d'un programme d'enseignement à l'extérieur et je voulais mettre mes idées en action. Et j'ai pris le temps également d'explorer le code d'éthique et les normes de pratique pour m'assurer que la proposition s'alignait avec les meilleures pratiques telles que présentées par l'OEPE. Alors, ceci commence quand un membre de mon équipe de direction à London Bridge m'a posé la question. Si vous pouviez faire quelque chose dans vos fonctions actuelles, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je voulais élaborer un programme où les enfants pouvaient se connecter avec la nature de différentes manières. Et donc, ça m'a motivé pour avoir un plan concret.
Et l'idée d'avoir ce programme est née, mais je savais qu'il fallait que j'engage beaucoup de monde, mon équipe de direction, les familles, mes collègues et surtout les enfants qui auraient la possibilité de connaître ce programme. Alors, mon équipe de direction savait que j'aimais beaucoup la nature et le plein air. J'avais participé à un programme de recherche où j'avais regardé l'expérience des enfants d'âge préscolaire qui étaient à l'extérieur et découvraient l'extérieur sans avoir de jouets ou autre chose avec quoi jouer. Et nous avons décidé donc de voir la manière dont les enfants s'engageaient avec la nature et comment la nature pouvait apporter une culture où les enfants étaient plus engagés. Et ils inventaient des outils à utiliser dans leurs jeux ensemble et ils ont élaboré ces outils en utilisant la nature. Ce programme de recherche a permis de voir que je voulais offrir la même expérience à beaucoup plus d'enfants. Et donc, j'ai pris en compte les coûts possibles, les questions d'effectifs et du nombre de professionnels nécessaires. Et j'ai aussi invité des membres de l'équipe de direction à participer. Le gestionnaire des installations est venu pour voir les propositions d'avoir un espace de jardin qui soit créé et planté. Et puis, nous avions également notre artiste en résidence qui nous a aidés de manière à ce qu'elle puisse capturer l'esprit de notre groupe. Ce programme de plein air proposait des idées uniques. Nous avons considéré qu'il était important d'engager les familles dès le début. Nous avons organisé une séance d'information préliminaire où les familles ont entendu nos propositions. Ils ont pu poser des questions, partager des idées et voir les matériaux qui seraient disponibles pour les enfants. On a encouragé les familles à participer au programme si elles le voulaient et on a continué la communication. À la fin du programme, les familles ont pu partager leurs histoires, leurs expériences et ce qu'elles ont pensé de notre programme. Alors, on voulait utiliser un espace qui était un espace partagé. Donc, mes collègues et moi, nous avons invité les éducateurs et éducatrices pour parler de notre programme proposé, de ce que nous comptions faire. Nous avons écouté leurs questions, nous avons écouté leurs idées et discuté de stratégies pour aider tous les éducateurs et éducatrices et les enfants pour utiliser cet espace. Et cela nous a permis de forger des partenariats pour que l'on puisse partager aussi bien les points positifs que les points négatifs. Ce programme était pour les enfants et donc il était important de les engager à toutes les étapes, à partir de la planification initiale jusqu'à la préparation, jusqu'à la réflexion finale. Et nous avons écouté leurs questions, ils ont fait des suggestions et c'est une responsabilité que ces enfants ont assumée. Ils ont été totalement présents et attentifs. Et puis, nous voulions également célébrer leurs intérêts. On savait que l'on pouvait modifier nos plans en fonction des intérêts changeants des enfants, de rester plus longtemps dans un espace si nécessaire, de changer de sujet si nécessaire. Donc, il y avait une certaine flexibilité qui était nécessaire, d'autant plus que les conditions météo pouvaient changer elles aussi. Alors, je voudrais faire une brève pause et faire référence au document « Comment apprend-on » En élaborant ce programme de plein air pour ma classe, j'ai pris en compte les
différentes fondations, différentes bases d'apprentissage. Appartenance. Les enfants se sont rendus compte qu'ils appartenaient à quelque chose de plus important dans la nature. Ils ont changé leur définition de communauté et ils se sont sentis en lien avec le monde naturel. Ils ont remarqué des insectes, ils ont posé des questions sur leur habitat, où habitent les animaux, les insectes, où est-ce qu'ils vont quand ils sont malades. Et on a créé des structures pour les insectes, une maison pour les fourmis et nous avons pris en compte toutes les petites créatures qui partageaient notre espace. Le bien-être. Il était très important d'avoir une bonne culture de la nutrition avec un jardin à légumes, un potager. Et les enfants ont participé et ils ont pu ensuite partager les légumes une fois qu'ils étaient cultivés et les ajouter à leurs encas et leurs repas. Et cela a ajouté à l'activité physique également, parce que nous avons beaucoup marché. Nous avons eu des activités où l'on faisait en sorte que les enfants pouvaient se tenir en équilibre et marcher et bouger. Engagement. Nous avions un horaire flexible. Les enfants pouvaient passer beaucoup de temps en plein air pour participer à des projets de groupe. Nous avons eu des promenades. Nous avons, à partir de là, utilisé des cartes, des plans. Ils voulaient voir où était leur maison, où étaient les endroits que nous avions visités. Ils prenaient avec eux des cartes pendant des excursions. Nous avons créé des cartes ensemble. Et finalement, expression. Ce programme a réussi parce que nous voulions nous assurer qu'il y avait des mesures en place pour que les enfants puissent s'exprimer librement. Et en tant que co-contributeurs au programme, les enfants ont eu un rôle actif dans le processus de planification quotidien. Il y a eu confiance et respect mutuel et chaque enfant a également exprimé son individualité. Maintenant, j'aimerais partager certains des résultats recherchés et non recherchés du programme sur les 4 thèmes d'appartenance, bien-être, engagement et expression. Alors, le programme de plein air était portable. On pouvait se déplacer et s'installer où l'on voulait. On pouvait aller dans un parc de quartier. On n'était pas obligé de négocier l'utilisation de la cour de l'école avec d'autres classes. On pouvait aller à différents endroits, ce qui a augmenté le temps qu'on a passé en plein air. On a passé beaucoup de temps à explorer notre communauté immédiate. On a ainsi mieux connu notre quartier. On a vu les différents édifices. On a élargi nos limites. On est allé de plus en plus loin. On a exploré différents endroits où se promener en regardant des cartes. Et notre idée de communauté s'est élargie, puisque nous avons rencontré bien des gens au cours de nos excursions. Au début, je voulais présenter différents endroits, différents espaces aux enfants. Et avec chaque excursion, on a vu que notre destination prédéterminée était moins importante que le voyage, le parcours lui-même. On est arrivé à Huron Woods et j'ai parlé aux enfants de cet endroit dans la rivière qui n'était pas profond et où il était possible de marcher. Malheureusement, quand on est arrivé à la rivière, on s'est aperçu que les choses allaient changer, que les enfants voulaient faire d'autres choses, sentir les fleurs, regarder les différents oiseaux et ils auraient pu rester là toute la journée. Et leur attention était attirée par différentes choses, un terrain de soccer, par exemple. Donc, on n'est jamais vraiment arrivé à la rivière parce qu'on a passé plus de temps au cours de notre parcours pour voir ce qu'il y avait. On a partagé notre histoire avec les collègues, ce qui fait que d'autres à London Bridge ont examiné leur espace autour d'eux.
Et il s'agit d'engager les enfants et l'engagement est différent dans différents endroits puisqu'on adapte les expériences en fonction des enfants et en fonction des espaces. Pour moi, élaborer et mettre en œuvre un programme de plein air pour les enfants d'âge préscolaire, ça a permis de leur donner aux enfants une connexion avec la nature. Pour moi également, ça m'a appris beaucoup de choses pour améliorer mes compétences en tant que leader dans cette profession d'éducatrice de la petite enfance. J'ai été encouragé à suivre ma passion et à créer une opportunité unique pour mon groupe. Notre profession est pleine d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui sont très compétents et qui ont la capacité de mener. Le leadership n'est pas seulement formel. Le leadership, si l'on veut vraiment faire croître notre profession, le leadership doit commencer avec des éducateurs et éducatrices qui sont passionnés dans la salle de classe. Quand on investit dans la formation des enseignants de la petite enfance, nous leur permettons d'adopter des pratiques et des opportunités qui sont très importantes pour eux. Bonjour, je vais vous parler de l'apprentissage professionnel qui se passe à Sudbury, dans la grande région de Sudbury. Pour nous, le perfectionnement professionnel est lié de près au programme d'amélioration de la qualité. Ce programme est divisé en deux volets, deux types de consultations. Au niveau de leadership, ça comprend c'est tout l'équipe de leadership. Et ensuite, il y a des consultations qui ont lieu au niveau du programme entre les coordonnateurs de programme et les gens désignés. Chaque agence désigne quelqu'un pour mener et coordonner les stratégies en matière de qualité partout dans l'organisme, leur propre organisme. À Sudbury, on a beaucoup réfléchi à la question du leadership et à la pratique réflexive et la façon qu'on prend les connaissances et on les applique à la pratique et comment on imbrique nos valeurs dans ces programmes pour qu'elles soient visibles à tous ceux qui participent au programme. Quand on regarde le perfectionnement professionnel, on fait de la planification à l'avance. On essaie de créer un plan annuel avec toutes les activités. Mais nous savons très bien qu'il faut laisser de la souplesse. Il faut faire place à la souplesse pour réagir à des questions qui peuvent survenir de façon imprévue. Et lorsqu'on parle de perfectionnement professionnel, il faut savoir qu'on voudrait soutenir les EPEI qui participent au perfectionnement professionnel donné par l'Ordre. Alors, en résumé, voici le virage qu'on a fait. On a vraiment passé à un modèle vraiment fait chez nous. Alors, pour nous, le perfectionnement professionnel veut dire interpeller les gens dans notre collectivité qui ont quelque chose d'important à nous donner. On a regardé nos EPEI locaux et d'autres professionnels dans la collectivité. On a regardé aussi qu'il y a dans l'Agence de ressources pour des besoins particuliers. Il y a aussi des collèges communautaires, Kipling College et Collège Boréal. On a 4 commissions scolaires et on voudrait leur participation. On regarde aussi du côté des associations professionnelles et l'Ordre aussi pour nous orienter. Et bien sûr, on consulte aussi des experts conseils de la collectivité. Avant de vous parler des faits saillants, je voudrais que vous sachiez que même si je note ces partenaires comme étant des partenaires individuels, on se rencontre ensemble de façon régulière
pour parler de la coordination de notre perfectionnement personnel. Comment est-ce qu'on peut se soutenir, utiliser le même langage, habiliter les participants et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos valeurs soient imbriquées dans nos activités. Dans les faits saillants, je vais vous parler des occasions d'apprentissage et il faut se rappeler qu'il s'agit d'un survol de chaque activité et que ces activités sont en constante évolution selon ce qu'on apprend et donc ça peut changer un petit peu avec le temps. Alors, j'ai parlé des gens désignés qui sont responsables de la qualité dans leurs divers organismes. Nous offrons 6 réflexions de la qualité, reflets de la qualité. C'est conçu et offert par les coordonnateurs de la qualité qui travaillent avec la ville, avec la municipalité. Dans ces programmes, on donne des occasions aux leaders de réfléchir, de créer une communauté de pratique et de regarder la documentation récente ou de se pencher sur les questions d'actualité, par exemple les environnements à l'externe et le jeu dans la nature, peut-être la documentation pédagogique, les partenariats avec les familles ou peut-être le leadership pédagogique. Nous avons un programme conçu et mis en application par le Collège Boréal. Le Collège Boréal est un établissement francophone, mais il offre ce programme dans les 2 langues. Il s'agit d'un programme qui donne du soutien pédagogique sur place. Nous avons un chef pédagogique qui arrive dans le programme et qui améliore la compréhension du curriculum en émergence, axé sur l'enfant et basé sur le jeu. Et ça crée beaucoup d'énergie et d'enthousiasme dans la collectivité. Ce programme reçoit le soutien également de nos coordonnateurs de la qualité qui aident à sensibiliser les éducateurs à la nature du programme et les prépare à recevoir un tel programme. Ce programme a augmenté la confiance chez les gens et le professionnalisme chez ces leaders pédagogiques. Nous avons également un autre programme de mentorat qui est offert et donné au Collège Cambrian, un autre collège communautaire. Ce programme fournit des séances de coaching pour les mentors et parfois on fait venir les mentorés dans le programme aussi. Il s'inspire des compétences en mentorat des EPEI. On met l'accent sur les compétences de communication et sur une véritable rétroaction. Ça donne aux mentors la possibilité de créer un réseau dans une autre communauté de pratique où ils peuvent se soutenir et atteindre leurs objectifs en matière de mentorat. Le Collège Cambrian offre autre chose que vous ne voyez pas à l'écran. Et je voudrais vous le montrer. Il s'agit d'une série de cours d'affaires qui sont adaptés au domaine de la petite enfance. Alors, le curriculum, les attentes et les normes restent les mêmes que pour tous ceux qui suivent ce cours d'affaires, mais quand c'est offert aux professionnels dans notre domaine, tous les exemples et toutes les discussions tournent autour de la garde des enfants, le soutien aux familles et l'éducation. Les participants ont la possibilité de recevoir un certificat après avoir suivi ces cours.
On a aussi une série sur le leadership créée et offerte par les ressources à l'enfance et à la collectivité. Ce programme vise à approfondir la compréhension de ce qui est le leadership et renforcer chez le directeur général et le superviseur la capacité de diriger son organisation. Les directeurs généraux et les superviseurs sont divisés en deux groupes et même s'ils parlent des mêmes sujets, la discussion est adaptée au rôle qu'ils jouent dans l'organisation. Ce programme offre aussi des séances mensuelles et 2 séances de consultation ou de mentorat entre ces 2 heures de séances mensuelles. Dans notre collectivité, on a voulu se pencher plus précisément sur le professionnalisme. Donc, nous avons des sujets qui traitent du professionnalisme identifiés par ces équipes de leadership, par les coordonnateurs de la qualité, par nos partenaires communautaires et par les consultants locaux. Et les objectifs, c'est d'approfondir la compréhension de notre code de déontologie et nos normes d'exercice. Et ça nous permet de célébrer, de reconnaître la valeur des EPEI et d'autres professionnels dans le domaine. Souvent, on célèbre leurs réalisations et finalement, nous avons aussi des séances qui portent sur l'amélioration de certaines compétences comme la rédaction professionnelle, préparation de rapports, entrevues, planification de la relève et la reconnaissance. On offre également la possibilité de faire une réflexion collective en groupe sur la plus récente édition de Connexion de l'ordre. On encourage également nos professionnels de la petite enfance à participer à la planification professionnelle. Il y a une autre série d'activités où on se penche sur les différentes compétences ou les différentes discussions qui doivent avoir lieu pour permettre à notre profession de participer davantage au comité à la planification professionnelle. Nous avons donc créé des séances pour parler de comment présider une réunion, comment tirer parti des membres, comment bien participer à une réunion, la pensée des systèmes. Alors, en résumé, nous insistons toujours sur le fait que la collectivité doit reconnaître ce qu'on fait. Nous voulons renforcer la capacité de leadership grâce au perfectionnement professionnel et on voudrait toujours offrir un soutien à la réflexion et à la création d'une communauté de pratique. Nous attachons une attention spéciale au transfert à la pratique. Donc, on essaie de voir comment on peut soutenir, grâce à notre programme d'amélioration de la qualité, comment on peut soutenir ce transfert à la pratique. Donc, c'est le suivi après le perfectionnement professionnel permettant aux éducatrices et aux professionnels d'obtenir les connaissances dont ils ont besoin. Bien sûr, on veut soutenir l'apprentissage professionnel continu à l'ordre et tout cela vise à élever le statut professionnel et l'image perçue de la profession. Merci. Bonjour. Je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier de nous écouter lorsqu'on parle du leadership aujourd'hui. Moi, je vais vous parler du leadership en action et comment soutenir les enfants en tant que leaders.
Et j'ai beaucoup de passion pour ce sujet parce que je crois profondément que l'approche autochtone, parce que c'est ça que je vais vous expliquer, je vais vous parler de quelque chose et vous allez dire oui, ça a du sens. Mais souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui se passe en salle de classe et qui est vraiment le leader. Parce que moi, je crois que ce sont les enfants qui nous mènent en tout, surtout lorsqu'il s'agit d'un changement. Parce que le changement, c'est un processus. Pour moi, la vie est toujours en train d'évoluer. Moi, je suis grand-mère. Mes filles me disent, « Maman, tu dois toujours apprendre. » Mais en général, mais moi, j'apprécie énormément les éducatrices de la petite enfance et j'apprécie énormément ce qu'on apporte au monde grâce à notre travail avec les enfants. J'y crois parce que ma grand-mère m'a dit que c'est notre responsabilité en tant que femme. C'est notre rôle dans la collectivité, c'est-à-dire d'élever les enfants. Oui, les hommes, ils jouent un rôle également. Peut-être que je ne vais pas en parler trop, mais je vais vous parler des cercles et d'expliquer ce que ça veut dire. Il y a ces beaux cercles. En tout cas, on va nous expliquer cela un peu plus tard aussi. Ça s'appelle un WELC. Lorsqu'on parle de cercle, c'est un enseignement traditionnel, un modèle qu'on utilise dans nos vies. Ce ne sont pas tous les Autochtones qui suivent cela. J'ai des amis autochtones ici qui disent oui, c'est une façon de vivre, mais ça ne convient pas à tout le monde. Eh bien, pour moi, c'est le cycle de la vie. C'est l'enseignement du cycle de la vie. C'est un concept, c'est une croyance. Et je l'ai adopté à ma vie, à ma façon de travailler avec les enfants, la famille et la collectivité. Je ne parle pas toujours en cercle, mais je pense en cercle. Je crois que cette croyance culturelle convient aux êtres humains. C'est fait pour les êtres humains. Nous sommes constamment en train de voyager dans le cercle. Si les enfants sont les leaders, ils nous mènent où? Et ça, c'est important. On nous apprend que chaque être humain a une responsabilité particulière à chaque étape de la vie. Bébé, notre responsabilité est d'apprendre la joie dans le monde. Et nous avons ces expériences parce que quand on met le bébé dans les bras de la maman, il y a de la joie. Quand on reçoit l'enfant, le nouveau-né, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et moi, je dirais que nous tous ici, on sauverait un enfant en danger. Il nous apporte de la joie, cet amour qu'on ressent. Et je remercie le créateur de cela. Si on venait d'un œuf, comme un petit poussin, ce serait différent. Alors, ce concept n'est pas nouveau. En tant que les bambins nous enseignent aux adultes ce qui est que la sécurité. Si vous prenez un bambin et vous le mettez dans un milieu, on l'invite quelque part. Quand on invite les bambins chez nous, les grands-mères rangent tout pour rendre la maison plus sécuritaire. On ne voudrait pas qu'ils cassent quelque chose, qu'ils trébuchent, qu'ils tombent. Donc, ils nous apprennent la sécurité. Alors, je vois que les enfants nous mènent. Et lorsqu'on parle de jeunes enfants, d'un enfant, qu'est-ce que les enfants nous enseignent? Pourquoi est-ce que je dois me coucher? Pourquoi est-ce que je dois me reposer? Pourquoi est-ce que le soleil se lève? Qu'est-ce que c'est la lune? Est-ce que j'ai besoin de manger ces légumes? Il faut trouver la vérité et dire la vérité aux enfants. La vérité à propos de tout. Il faut trouver des moyens. Donc, encore une fois, ce sont les enfants qui nous mènent. Et lorsqu'on parle dans cette roue, on parle des adolescents. Parfois, c'est difficile parce que les adolescents
questionnent ce qu'on leur enseigne. C'est leur travail de le faire, c'est leur responsabilité. Et souvent, je suis avec les familles, avec les parents, et ils disent pourquoi est-ce que ça arrive? Et souvent, je dis ça va, c'est naturel, c'est la bonne chose, c'est juste. Et ils vont questionner nos connaissances. Alors, en tant que EPE, est-ce que vous voyez dans cette roue, nous devons être là à soutenir les enfants tandis qu'ils nous mènent. Je voudrais aussi vous parler, bien sûr, du code de déontologie et ce sens d'appartenance et de bien-être. Nous valorisons les droits des enfants, nous respectons, nous créons des environnements d'apprentissage pour les enfants. Et c'est pas nouveau, c'est pas un concept nouveau, mais c'est écrit maintenant. Mais tout cela est important pour nous. Nous aidons les enfants à apprendre, ils apprennent avec nous et nous apprenons avec eux. Également, nous avons des connaissances. Les éducateurs et éducatrices de la petite enfance ont des connaissances professionnelles qu'on acquiert ensemble et qu'on partage. On le fait aujourd'hui, peut-être, et on le fait dans les cercles, dans la collectivité et dans des centres de garde d'enfants. Mais grâce au perfectionnement professionnel, on va améliorer la société. C'est ce que je crois. Et cette roue de la médecine que vous suivez peut-être, que vous connaissez peut-être, cette roue va devenir plus forte et on va voir ces cercles se créer un peu partout et il faut célébrer cela. Je fais la fête quand je vois et quand je peux expérimenter l'éducation telle que c'est fait aujourd'hui. Et j'espère que pour notre leadership autochtone, j'espère qu'ils le ressentent aussi. Parce que nous n'avons pas pu faire confiance au système de l'éducation par le passé. Je ne vais pas vous donner toutes les raisons pourquoi tel est le cas, mais aujourd'hui, je vous dis, je fais confiance à ce qui se passe dans ma pratique. Et en tant que EPE, nous observons constamment les enfants. Nous préparons des activités axées sur l'enfant, basées sur le jeu. Mais ça, c'est la tradition. C'était les façons de faire de nos grands-mères, nos tantes, nos mamans. C'était organique, ça se passait dans nos collectivités. C'était notre façon de vivre. C'était notre société. C'était le cadeau qu'on donnait à nos enfants. Ces connaissances dont ils avaient besoin pour survivre. Nous étions des trappeurs, on allait à la chasse, on faisait des feux. Les enfants peuvent se souiller, ça va, c'est une bonne chose d'explorer l'environnement parce que l'environnement a tant de choses à nous enseigner. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est notre façon de faire. Et peut-être les gens ici et qui écoutent sur le web sont d'accord que c'est notre façon de faire. Quand on regarde comment l'apprentissage se fait, j'adore cette roue parce que c'est la roue de la médecine. C'est une belle façon d'enseigner. Et le ministère de l'Éducation a utilisé le même concept. Nous croyons qu'il faut établir une relation avec les enfants pour qu'ils s'épanouissent. Il y a de plus en plus de vérité là-dedans. Les fondements de la connaissance autochtone que j'ai en moi aujourd'hui, je vois que c'est reflété dans les politiques et ça fait une différence. Je ne crois pas que cela s'applique seulement aux Autochtones. Ça s'applique à tout le monde. Nous sommes en train de transformer l'éducation aujourd'hui. Tout le monde voudrait avoir un sens d'appartenance, veut avoir un sens de bien-être. Tout le monde voudrait pouvoir exprimer ses réflexions, ses apprentissages. Tout le monde veut être engagé. Et c'est tellement important pour faire croître les collectivités. Pas seulement les enfants, mais les enfants nous mènent. Nous créons cela pour les enfants. Alors, c'est ça qui est important pour moi. Ce sont des façons naturelles de chercher à devenir des éducateurs. En tant que leader, comment est-ce qu'on voit les enfants et les familles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Je vais compter de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Oui. Je m'excuse. Je pense que j'en ai oublié un. Essaie de nouveau. T'es bien enthousiasmé. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ah oui, c'est vraiment 8. Oui, c'est 8. Est-ce que tu voudrais que je prenne une photo? Oui. Et en regardant cette vidéo, ça c'est mon petit-fils Samuel. On était ensemble pendant l'été. La plupart de nos journées se passent comme ça. On trouve nos sources d'apprentissage. On n'est pas en salle de classe. Parfois, c'est une bonne idée d'adopter ces façons de faire. Dans cette vidéo, moi, on voit que les enfants sont capables, sont compétents. Je sais qu'on a dit ces mots-là souvent aujourd'hui. On apprend, on parle d'être capable ou de compétent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet aux enfants de devenir des leaders. Pour moi, des enfants comme des leaders, c'est qui je suis. Et les EPEI, c'est ça qu'elles sont aussi. Tous les gens qui travaillent dans les collectivités, dans les familles et les enfants pour bâtir des environnements sécuritaires seront d'accord aussi. J'espère que j'ai réussi à faire passer mon message, mais j'ai une question pour vous. Imaginez pour un instant, essayez de vous voir dans une situation où vous permettez à l'enfant d'être le leader. Imaginez cela. Prenez une photo de cela. Et quand vous voudrez devenir cet éducatrice, vous allez donner cela aux enfants pour qu'ils soient des leaders de façon tout à fait naturelle. Merci beaucoup. Bon, alors je dois avouer que je suis très nerveuse. J'ai les mêmes moites. Est-ce que c'est parce que je suis enrhumée ou parce que je suis nerveuse ou parce que j'ai des bouffées de chaleur? C'est peut-être les trois. Et voici ce dont je voudrais vous parler. Vous allez peut-être voir que j'ai prononcé des mots un peu bizarres durant ma présentation parce que je vais vous parler en anglais. Ce ne sera pas ces mots-là ne seront pas dans mon dictionnaire, mais ils sont dans le mien. Alors, venez me voir si vous n'avez pas compris. Bonjour à tous et toutes. Et bonjour à mes amis sur le live stream. Je pense que parce que j'ai plusieurs partenaires dans la salle. I do have a lot of partners in the room. J'ai beaucoup de partenaires dans la salle. Alors, merci Melody Dixon de m'avoir mis sur la sellette. J'ai bien apprécié que vous m'accordiez ce temps pour vous parler du code de déontologie et les normes de pratique. Et il y a une autre chose dont je voulais vous parler. En réfléchissant à cela, en préparant ma présentation, si on utilise notre code de déontologie et les normes d'exercice, toute la documentation, atteindre l'excellence, comment apprend-on, tous ces documents, on va s'apercevoir que tout est interrelié. C'est facile d'établir les liens entre tous ces documents-là au sein de notre pratique. Et je dois faire plusieurs choses maintenant. Je ne vais pas passer à travers cela. Mélanie a voulu que je vous parle de nos 4 responsabilités dans le code d'éthique, la collaboration dans le leadership. Je pense qu'elle pense que je connais bien cette matière. Au niveau de la collaboration, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance travaillent en collaboration avec les organismes communautaires, les écoles et d'autres professionnels. Ils apprécient cette collaboration. J'ai 29 ans d'expérience en tant qu'EPE. Et j'ai appris une chose tout au long de mes années d'expérience, c'est que afin de créer, de maintenir un bon partenariat, une bonne collaboration, il faut établir des relations authentiques, réelles et positives
si vous n'établissez pas ce genre de lien, c'est plus difficile de collaborer ensemble. Alors, c'est ça qu'on fait. J'ai dû me poser une autre question, c'est-à-dire quelle est ma propre définition de la collaboration, parce que parfois, on s'impose des limites. Et avant de travailler avec les gens, il faut reconnaître ses propres limites. Et parfois, ces limites changent grâce à la collaboration. Mais il est important de toujours se demander pour qui est-ce qu'on fait cette collaboration. Pour moi, c'est facile. Je le fais pour les enfants. Moi, je dois veiller aux enfants, m'occuper des enfants. La collaboration, c'est pas toujours facile parce que parfois, ça veut dire qu'il faut riposter. Mais une autre chose que j'ai apprise au long de mes années d'expérience comme EPE, c'est que la communication, c'est un outil puissant. Et il est important de comprendre les attentes de tous et de toutes. Parfois, je dis, si je vous ai bien compris, voici ce dont vous avez besoin. Alors, comme ça, je peux cerner les attentes de tout le monde. Et j'ai soif. Bon, je suis enrhumée, vraiment. Je ne sais pas si j'ai bu, si c'est mon verre ou non, mais je suis enrhumée. Bon, quand je définis ce que ça veut dire la collaboration pour moi, il y a quelque chose qui me guide toujours. C'est qu'il faut que ce soit axé sur l'enfant. Si je me concentre sur l'enfant, je ne peux pas me tromper. Au niveau de la collaboration avec d'autres partenaires. Mais on dit dans le cadre de l'Ontario que les familles sont bien soutenues par un système intégré de programmes et de services pour la petite enfance qui contribue au développement d'un enfant sain aujourd'hui et d'un avenir plus solide demain. Alors, si l'Ontario cherche à créer un système, ça veut dire pas une personne, ça veut dire de la collaboration et de l'intégration jusqu'à un certain point afin de soutenir nos familles et nos enfants. Dans un document qui s'appelle Think, Act and Feel, on parle du pouvoir des relations positives, la création d'une connexion. Et c'est vrai, ça s'applique pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il y a un livre de Jean Clinton qui parle de cela. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Je sais qu'on va me dire qu'il me reste 5 minutes et il me reste beaucoup de choses à vous dire. Des relations positives et responsables. Qu'entend-on par là? Vous dites peut-être, voilà ce qu'on fait avec tous les enfants. Mais quand vous examinez le genre d'interaction qu'ont les enseignants et les parents avec leur bébé, il y a souvent une préoccupation avec l'activité que vous entreprenez avec l'enfant. Vous n'écoutez que d'une oreille plutôt que de faire entièrement attention à l'enfant. Pourquoi? Parce que vous ne vous occupez pas seulement d'un enfant, mais de tout un groupe d'enfants. Et vous avez des programmes à suivre et autres. Ce qu'on veut dire par une relation positive, c'est que vous vraiment mettez l'accent de manière prioritaire sur la qualité de l'interaction, pas de façon secondaire. Oh, on a un beau programme et nous avons une bonne relation avec les gardiens. Non, 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 on voulait le contraire. Mettre ça dans l'autre sens. On a tout d'abord de bonnes interactions de qualité avec nos enfants. Et on a un programme qui se tient aussi. Vous savez, quand vous avez des interactions de haute qualité, vous vous rendez compte que l'enfant est compétent, capable, et
on arrive à se prendre moins au sérieux dans l'apprentissage. Je ne suis pas un enseignant qui a une table rase avec laquelle traiter, mais vous voyez que ce sont des enfants tout à fait compétents et capables. Vous devez avoir cet état d'esprit de ne pas dire vous êtes l'enseignant, mais simplement vous créez un environnement avec un ingrédient essentiel, une garde essentielle, bienveillante. Ce n'est pas un enfant qui hurle « je vais venir à toi dans un instant ». Non, non, cela hurle dans votre cerveau, c'est à cela qu'il faut faire attention dès maintenant. Et donc les enfants apprennent à s'auto-réguler, ils sont tristes, alors vous les aidez et l'enfant apprend à le faire lui-même. Je sais qu'il y a quelqu'un pour m'aider, je peux m'autoréguler. Ce qui me conduit à ma prochaine diapositive, en fait. Vous pouvez transposer cette vidéo dans différentes situations avec les enfants ou les adultes même. Ici, on collabore avec les enfants en les considérant comme des êtres compétents, capables de réflexion complexe, remplis de curiosité et ayant beaucoup de potentiel. Cela vient directement du document « Comment apprend-on » tout cela. Et cela fait le lien aussi avec notre code de déontologie sous le chapitre « La collaboration avec les enfants, nos responsabilités », à savoir donc une éducation et des soins pédagogiques. Avec toute la documentation disponible aujourd'hui, nous savons que le fait de collaborer avec les enfants se fait en leur montrant que nous nous intéressons à leur apprentissage, à leurs désirs, à leurs intérêts, que nous nous impliquons dans leurs jeux, nous les observons et dans l'interaction avec les autres enfants, nous leur sourions, nous promouvons la résolution de problèmes, nous leur montrons que nous leur faisons confiance, leur confiance à avoir de l'estime de soi et autres, et que nous estimons leurs capacités, leurs compétences. On collabore avec les parents en les considérant comme des experts qui connaissent leurs enfants mieux que quiconque et qui ont des informations importantes à nous communiquer à leur sujet. Cela vient aussi donc du document. Comment apprend-on? Si les parents ont des questions, on les appuie. Si nécessaire, on leur offre des ressources, d'autres groupes communautaires, si nécessaire. Avec tous les outils que nous avons à l'ère de la technologie, il est très facile d'envoyer aux parents une vidéo de leur enfant à l'action et de saisir l'occasion pour montrer ce qu'apprend leur enfant. Et nous invitons aussi les parents dans nos centres. Il faut que j'accélère. J'ai appris quand j'étais directrice d'un centre, dans une garderie à Cornwall. En fait, j'ai développé un partenariat avec le centre de santé communautaire de la ville et nous avons eu l'occasion de faire venir 2 demi-journées par semaine une infirmière praticienne. Nous lui avons proposé un bureau et les enfants qui étaient malades à la garderie avaient donc accès à cette infirmière. Et les parents n'avaient plus qu'à venir chercher leur enfant avec une ordonnance. Ils n'avaient plus à emmener cet enfant à l'hôpital ou à la clinique. C'est formidable, vous savez comment les parents peuvent être occupés et ça leur permettait de ne pas avoir à attendre encore des heures avant d'avoir une ordonnance pour leur enfant. Maintenant, il faut que je continue aussi. On collabore avec la communauté, les écoles et autres professionnels en comprenant l'importance de leur rôle qu'ils ont auprès des enfants et des parents et d'en tirer profit pour le bénéfice des enfants et de leurs parents. On les invite à parler aux parents de leur expertise en collaborant avec notre organisation, en renvoyant les parents vers leurs programmes et services aux besoins,
On collabore en consultant sur des sujets spécifiques. Avec la politique L'école d'abord, il y a énormément de programmes proposés directement dans les écoles. Il nous faut collaborer parce que nous partageons des locaux, des matériaux, des équipements. Là encore, si vous avez de bonnes relations, cela ne peut qu'améliorer les partenariats solides qui existent entre les garderies et les écoles. Que de participer autour de tables rondes diverses, nous pouvons tous partager nos expériences et nos expertises et apprendre de nouvelles choses. Apparemment, je suis incapable de faire du multitasking. Je suis un peu comme un homme à cet égard. Désolée. Alors, question de réflexion, mais on va passer. Notre leadership et notre professionnalisme. Oui, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance reconnaissent qu'ils apportent une contribution à la communauté et à la société en mettant en valeur et en promouvant la profession, les enfants et l'apprentissage de la petite enfance. Pour ce faire, en tant que leader de PE agréé, nous devons avoir de nouvelles recherches, de nouvelles formations, poser des questions et faire de nouvelles... agir différemment. Moi, je travaille pour un conseil scolaire à titre de directrice des services de la petite enfance. Avant quoi, j'ai été superviseur dans un autre service, dans un autre département pédagogique, de la maternelle à la 6e année. Il y a 2 ans, le conseil scolaire pour lequel je travaille ou avec lequel je travaille a décidé de mettre en place un nouveau service. Et c'est ce service que je dirige parce que le conseil scolaire pensait que la petite enfance dépassait l'âge de la maternelle. Il s'agissait aussi de la garde d'enfants avant et après l'école et des liens communautaires, toutes ces nouvelles initiatives visant les enfants et les familles. Je veux dire que ce nouveau rôle n'est pas toujours facile à assumer. Il faut que je relève le défi de jouer comme PE dans un district scolaire, mais il faut aussi jouer notre rôle de PE dans ce cadre-là, pas le rôle de quelqu'un d'autre, afin de pouvoir faire la différence, faire évoluer les choses. Et je sais qu'avec l'équipe de la petite enfance, dans le système éducatif actuel, on entend souvent que ce n'est pas facile, mais qu'on peut réussir. Il y a des situations réussies. Et je crois fort qu'avec une bonne relation, une bonne communication, une bonne collaboration, tout cela peut fonctionner, parce que je l'ai vécu. Mais en tant que directrice du programme de la petite enfance, il faut toujours que je sois prudente. C'est parfois une question de langage. Quand on parle d'enseignants, je dois dire attention, il y a des EPE aussi dans le district scolaire. Et si je comprends bien, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas nous accepter. Ils n'en ont simplement pas encore l'habitude. Donc en tant que leader, nous devons aller de l'avant et soulever ces questions. Alors, M. Grieve est-il encore ici? S'il y a une chose que je retiens de sa présentation, plus bien entendu, mais je retiens que dans chaque situation, il y a une solution. Qu'à chaque situation, il y a une solution. Ça m'est vraiment resté. Il faut que je rende le micro. J'aurais vraiment voulu vous parler d'une chose encore pour conclure. Quelque chose que j'ai vu hier à l'aéroport. J'y ai réfléchi. Je dirais que le meilleur EPEI est celui qui se remet le plus en question et qui invite les autres à se remettre en question eux aussi.